Si vous êtes installés, on peut commencer. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour ces journées d'études autour de la mosaïque des saisons, au nom du département du Rhône et du musée. Martine Publier, vice-présidente en charge de la culture, du tourisme, de l'attractivité et de la vie associative, et Émilie Alonso, directrice, s'excusent toutes deux de ne pas pouvoir être parmi nous. Mes collègues du comité d'organisation de ces rencontres, Giulia Ciuti, Mathieu Souche, se joignent à moi pour vous accueillir et vous remercier de votre présence. Ces rencontres sont organisées à l'occasion du retour de la mosaïque des saisons sur son lieu de découverte, plus d'un siècle après sa mise au jour fortuite à Saint-Romain-en-Galles. Ce retour répond à la nécessité de sa restauration par l'atelier de restauration de mosaïques et d'enduits peints, permettant sa présentation temporaire au sein du parcours permanent du musée. Peu de temps après sa découverte, en 1890, la mosaïque a quitté Saint-Romain-en-Galles pour être présentée d'abord au musée du Louvre jusqu'en 1935, puis au musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Celui-ci nous fait l'amitié d'un prêt exceptionnel de très longue durée jusqu'à l'été 2027. Que sa direction soit remerciée pour cette collaboration qui permet la tenue de ces journées d'études. Ce pavement remarquable a fait l'objet d'une nouvelle étude à la demande du musée de Saint-Romain-en-Galles à l'occasion de sa présentation temporaire dans le parcours permanent. Ces journées offriront ainsi l'opportunité aux spécialistes de présenter les résultats de cette étude. Elles permettront également de rendre compte des premiers résultats issus de la fouille menée cet été en collaboration avec Aix-Marseille Université sous le site archéologique de Saint-Romain-en-Galles, dans le secteur présumé de la découverte de la mosaïque. Par ailleurs, l'iconographie des saisons dans la mosaïque romaine sera abordée à travers plusieurs exemples majeurs du monde romain, notamment Saint-Romain-en-Galles, Nîmes, Ostie et Pompéi. Nous tenons à remercier le département du Rhône, son président et sa vice-présidente à charge de la culture, du tourisme et de l'attractivité, de la vie associative, pour leur soutien déterminant dans l'organisation de ces rencontres. Cet événement doit également beaucoup à nos partenaires scientifiques et financiers, Aix-Marseille Université, merci Corinne, ici présente, j'en oublie, l'Institut d'archéologie méditerranéenne Arcaïa, le laboratoire de Centre Camille Julien et TEDEMAM, merci Gaëlle, ici présente également, et l'Institut catholique de Paris, Véronique est en salle avec nous, et le laboratoire Arscan, qui font partie du comité d'organisation de ces journées. Nous remercions également la DRAC pour son soutien financier. Nous exprimons notre gratitude à l'équipe scientifique composée de plusieurs spécialistes à la demande du musée pour l'étude de la mosaïque des saisons qui nous a accompagnés dans cette aventure, tant pour l'exposition temporaire que pour ces rencontres. Nous remercions enfin l'ensemble des intervenants qui ont accepté notre invitation et enrichissent ces journées par leurs contributions, ainsi que tous les collègues du musée qui ont œuvré pour la réussite de cet événement. Je laisse la parole à Giulia Ciuti, qui doit vous donner quelques précisions de modifications sur le programme avant de passer la parole au président de séance de la première partie de l'après-midi. Et je vous remercie de votre attention. Oui, alors juste une petite modification par rapport à la visite du mausolée et à l'ordre des communications. Vu que les journées sont de plus en plus courtes, on a décidé d'anticiper donc la visite du mausolée et donc d'anticiper aussi ma contribution avec Corinne. Et donc on vous propose qu'on reprend directement à 14h30 demain. Donc je parle de la journée de demain. Après la pause déjeuner, on reprend de 14h30 à 15h avec l'intervention de Corinne et moi pour suivre avec la visite du mausolée de 15h à 16h. Et ensuite, on laisse l'ordre invarié des intervenants, donc Thomas Zagori et l'équipe de l'atelier de restauration pour finir au chaud et au musée avec l'équipe de restauration, si tout le monde est d'accord. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que, Colline, tu veux rajouter peut-être un mot, s'il te plaît ?
Alors là, c'est de l'improvisation. Donc, non, simplement pour dire que pour l'Université d'Aix-Marseille, pour nos laboratoires, donc le Centre Camille Julien et le TDMAM, qui travaillent sur les textes, c'est un grand plaisir d'aboutir à cette journée d'études qui nous a permis de collaborer avec l'équipe de chercheurs qui a travaillé sur la mosaïque des saisons, mais aussi de participer à la fois pour de la formation, donc dans le cadre d'un chantier école, et puis pour la recherche qui va s'en suivre, à la reprise des fouilles archéologiques sur du musée de Saint-Romain-en-Galles, qui est un des projets phares de ce musée avec le soutien du département. Et donc c'est une grande joie de pouvoir y participer pour nos étudiants et puis pour l'équipe de jeunes chercheurs et de chercheurs de notre université, étant donné l'intérêt de la découverte que vous verrez demain et qui amène là aussi de nouveaux questionnements très intéressants sur Saint-Romain-en-Galles et sur la zone archéologique classée, qui fait aussi partie des biens archéologiques du musée. Merci beaucoup. Elle a bien suivi le dress code. Et voilà, on va peut-être passer laisser la parole à Véronique Vassal. Donc, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être ici aujourd'hui et puis de représenter effectivement l'équipe qui a travaillé justement autour de l'exposition des saisons. Donc Éric Morvillet, Marine Bretin-Chabrol, Guillaume Huitorel, Anaïs qui est ici également, et puis ceux qui sont absents, donc Véronique et Laurent Boubi qui nous ont malheureusement qui ne sont pas là aujourd'hui, mais en tout cas je tenais à les remercier de nous avoir accompagnés et bien évidemment nous espérons qu'il y aura une publication et qu'ils pourront ajouter des textes évidemment à ce que nous allons présenter aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Merci Véronique. Je crois qu'on laisse la parole aux intervenants. Voilà. Monsieur Lafont, on vous laisse la parole. Du coup, on met en place Irène là. C'est l'autre, celui juste à côté. Voilà. Et on peut, normalement, voilà. Le microphone est bon. Oui. Bonjour. Je remercie bien sûr les organisatrices de m'avoir demandé de présenter et de présider cette première séance de travail. Beaucoup de choses ont déjà été dites que j'avais prévu de dire, donc je ne vais pas les répéter. Je voudrais juste rappeler seulement que l'objectif... Juste un petit, je suis là pour les trucs techniques. Voilà, c'est mieux. Ça ira ? Oh oui, il n'y a pas de problème. Mieux ? Donc je rappelle que l'origine de cette réunion, c'est précisément, bien sûr, la mosaïque des saisons de Saint-Romain-en-Galles. C'est la première motivation de cette journée. Mais je crois que pour chauffer la salle un peu, il est nécessaire d'élargir un peu le sujet en prenant en compte des mosaïques qui sont non pas similaires, il n'y a pas d'équivalent à la mosaïque des saisons de Saint-Romain-en-Galles, mais qui sont quand même aussi intéressantes pour voir comment cette thématique des saisons peut s'exprimer à la fois, bien sûr, dans des œuvres figuratives, mais aussi dans des textes littéraires. Donc je ne vais pas être plus long pour présenter cette séance. Simplement, on verra en fin de journée quand même apparaître la mosaïque des saisons, rassurez-vous, on en parlera. Et je crois que sans plus, je vais laisser la parole à Irène Bragantini, qui est professeure émérite à l'Université de l'Oriental de Naples, avec laquelle nous avons eu affaire à de nombreux étudiants de thèse en co-tutelle, donc c'est de vieux souvenirs, mais des souvenirs très précieux. Et sans plus, je lui laisse la parole pour parler alors je vais essayer de le dire, non, je le dis en français, ça sera quand même plus simple. La représentation symbolique d'un statut social particulier à travers les mosaïques de l'époque média et tardo-antique. Voilà, c'est à vous la parole. Grazie. Buonasera a tutti.
J'essaierai de parler français. On verra qu'est-ce qui passe. Je remercie tout d'abord les organisateurs, l'institution hôte. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? On ne le voit pas encore. Vous pouvez essayer Non? de le Ok, partager. Ce n'est pas important. Mon thème, vous l'avez entendu, c'est la représentation symbolique du statut social dans les mosaïques du Moyen et du Bas Empire. Juste Et un instant, je- est-ce que vous pouvez essayer de partager votre PowerPoint pour voir si ça marche? Io ho fatto condividi, Giulia, ma non parte. Finestra? Condividi, no? Sì, e poi deve scegliere la finestra in cui ha aperto il PowerPoint. Un attimo, eh? Sì, sì, siamo in anticipo per una volta, quindi Mhm. on est à l'avance pour une fois. Donc. Credo che siamo come prima, non lo vedi? Oui, on le fait partager d'abord l'écran. Non, non, mais elle partage d'abord son PowerPoint et après, éventuellement, comme ça, elle voit la salle, tu veux dire, oui. Allora Giulia, se io torno alla Sì, finestra, ok? sì, e sceglie la finestra in cui ha aperto il PowerPoint. Ci siamo? Perfetto, grazie. Ok, Voilà. Et va peut-être, bene. voilà. No, e proviamo a girarle anche la camera così vede il pubblico. Ah, va bene. Je m'excuse de n'être pas là. Vous savez que j'ai des problèmes et je remercie les organisateurs d'avoir tout fait pour me consentir de parler à distance. Vous avez ici les abstracts que j'ai présentés aux organisatrices et à l'écran pour plus de clarté. Le contexte domestique du milieu et de la fin de l'époque impériale montre que dans l'écart qui s'est créé entre différents niveaux de commanditaires, la demande et l'offre d'un récit figuratif diminuent, tandis que les commanditaires les plus importants demandent de plus en plus à mettre accent sur l'inégalité, en thématisant un statut social et en représentant symboliquement cette appartenance. Au thème central de la villa, le cycle de la Tifunda di André Grabar sur les cahiers archéologiques de 1972, s'ajoutent de nouveaux domaines sémantiques puissants, la représentation de la culture, des ludi et des munera. Bien qu'elle ne soit pas totalement absente de la peinture, cette thématique trouve dans la technique et le répertoire des mosaïstes, dans la plus grande continuité de cette technique, mais aussi dans l'espace du sol et dans les modes de vision qu'il offre aux spectateurs, la possibilité d'intercepter les besoins d'acuité de haut niveau. Mais pourquoi ces choses? Parce que les mosaïques que nous allons étudier durant ces jours, si descriptives à l'apparence, s'inscrit parfaitement dans le cadre des mosaïques domestiques de cette époque et l'analyse de ces aspects peut nous aider autour de la nature domestique de son origine, qui est très claire, mais qui est toujours bien, je crois, de le souligner. Il va de soi que toute discussion sur les peintures et les mosaïques des contextes domestiques doit commencer par la fonction de la décoration figurative dans la maison. Et il convient également de prendre en compte le mode de vie romain, ou ce que l'on pourrait légitimement appeler l'idéologie domestique de la société romaine. La contribution déjà mentionnée d'André Grabar, le titre « Le programme iconographique à l'usage des propriétaires fonciers romains », avec sa référence au concept des programmes iconographiques, qui était à la même époque au cœur de l'interprétation des peintures de Pompéi par Carl Sheffield, ou de façon moins approfondie, je crois, par Mary Thompson, et sa mention d'une classe de commanditaires, nous éclaire les intentions et les contextes culturels dans lesquels la contribution de Grabar a vu le jour. Le chercheur identifie un univers de signification qu'il considère comme au cœur des choix figuratifs des élites ardatiques, signification qu'il perçoit clairement présente et presque condensée dans la célèbre mosaïque carthaginoise du Dominus Iuris,
Vous avez à l'écran la vieille image qui a été récemment publiée par Morvilliers dans le Festschrift pour Noël Duval. La note Grabar a été depuis intégrée par d'autres études, parmi lesquelles celle de Lambert Schneider, que vous savez maintenant, me paraît particulièrement importante. Schneider est parvenu à démontrer qu'un ensemble d'objets en appareil disparate, divers par leurs matériaux, leurs techniques et leurs fonctions, et vous avez ici le coffret de Proietta, le tombeau de Silistra, Piazza Armerina, et encore une fois Dominus Iulius, fonctionnent selon un système unique de communication des valeurs d'une société partageant une culture commune. Et nous voyons ces valeurs clairement condensées dans une seule image, encore une fois, dans le splendide mosaïque carthaginoise, qui englobe un ensemble de significations au centre desquelles se trouve la ville, symbole d'un univers physique et mental qui représente un mode de vie signorile. Je ne sais pas si je peux dire c'est bon. Ce noyau thématique est façonné par un ensemble de sujets qui, même s'ils présentent seuls en part et pas tous entiers, suscitent chez l'observateur une référence à ces noyaux thématiques uniques. Ces figurations s'articulent en réalité autour des modes de vie et des coutumes qui trouvent leur thème unificateur, leur essence dans ce que j'ai appelé l'éloge de l'inégalité et que Schneider condense dans la formule de la représentation du privilège. Vous voyez des façons différentes de dire la même chose, si vous voulez. Nous pouvons parler d'une nouvelle puissante zone sématique constituée par la thématisation d'un statut social. Mais tout d'abord, il est nécessaire d'utiliser correctement et de manière cohérente les différents concepts qui identifient les différents domaines des discours. Vous l'avez ici à l'écran, il est plus facile, je crois, que vous le faites directement. Je le direi in italiano. Schematicamente, e riprendendo l'analisi di Settis, possiamo dire che i committenti agiscono principalmente a livello del tema, inteso come la sfera semantica interessata dalla figurazione, mentre gli artigiani agiscono soprattutto a livello della circolazione dello schema. Il committente è fondamentalmente interessato al tema che gli artigiani sviluppano o raccontano. Dalla loro interazione nasce il discorso figurato che tematizza un comportamento mentale astratto, una struttura, utilizzando e articolando concretamente un insieme di immagini che sono il prodotto di processi sociali complessi che l'artigiano traduce in figurazioni, quindi è l'interazione tra artigiano e committenti, facendo ricorso agli schemi del suo repertorio. I contesti domestici della metà et de la fine de l'époque impériale montrent que dans l'écart qui s'est créé entre différents niveaux du commanditaire, la demande et l'offre d'un récit figuratif en peinture diminuent. Ceci, c'est un point central que je voudrais souligner, c'est la relation, si vous voulez, entre les peintures et les mosaïques et leurs différentes relations dans certaines périodes qui, on pourrait dire, laisse la peinture un peu à l'écart. Et pourquoi ça? Parce qu'à partir de la moyenne du 1er siècle après Jésus-Christ, le choix des empereurs, et je pense surtout à Claude et à Néron, qui est en faveur de revêtement pariétal en matériaux précieux, comme vous l'avez ici dans ces différents marbres qui viennent de la Domus del Gianicolo, ou qui vous avez encore dans la Domus Saurea, où les choix de Néron ont laissé les parois des suites des empereurs, si je peux dire, des chambres où l'empereur réside principalement, dépourvues de peinture. Et la peinture est poussée à la voûte ou à une sorte de parois. Donc, il ne s'agit évidemment pas de la disparition totale d'une technique ou d'un répertoire figuratif qui continue de vivre notamment dans les contextes funéraires. Mais face au déclin général de la qualité et du répertoire de peinture,
Les commanditaires de haut niveau cherchent et trouvent de nouvelles façons d'affirmer leur statut en dialoguant avec les mosaïstes. Ceci, c'est un point que j'aimerais souligner. La continuité de cette technique, qui s'était longtemps attelée à la tâche de couvrir les grands espaces publics de l'évergétisme impérial, a en fait favorisé une plus grande vitalité des répertoires de cette classe artisanale. Ce sont les mosaïstes qui possèdent la force culturelle, j'entends la culture d'une tradition artisanale séculaire, pour répondre à ces besoins, en identifiant certains sujets qui constituent les fondements de l'idéologie domestique de la société romaine et caractérisent des modes de vie particuliers, en adaptant ces moyens thématiques aux exigences des commanditaires appartenant aux différentes régions de l'Empire. Si on peut dire qu'il y a des thèmes centraux aux différentes aires des provinces occidentaux, on peut aussi reconnaître qu'il n'est pas toujours la même et que les différentes situations des différents endroits permettent à mosaïstes de suivre de quelle façon les désirs des commanditaires. Les sujets sont également bien documentés par les sources écrites. La nature de l'hôpital du Dominus, la beauté naturelle des lieux, le luxe de vivre qu'il peut offrir à ses hôtes, tant dans ses demeures urbaines que dans ses propriétés exurbaines, dans la ville et dans les villes, un univers mental qui résume en lui-même et sur lui-même tous les fils ou séquences iconographiques individuelles. L'abondance que ces terres, les fundus, génèrent, manifestement aussi parce qu'elles sont bien gérées, en attrait sous-jacente, avec les produits de la terre et du bétail que le Dominus envoie en cadeau à ses pères, les plaisirs de la vie en ville, d'autres la chasse, est un des symboles principaux, la paideia, la beauté des serviteurs et la richesse de leurs vêtements. Et pour montrer un exemple en peinture, vous avez ici un des chambres un des domus d'Efeso, qui est daté aux premières cartes du IIIe siècle après Jésus-Christ, où vous avez les serviteurs mâles et les servitrices féminines, et on peut voir, vous voyez que si vous faites les particuliers, derrière les deux images, il y a des chambres qui n'ont pas de fenêtres, et au centre de la décoration de ces chambres, vous avez d'un côté la figure ce soffrant, comme disait François Gury, et d'autre côté une espèce de Vénère anadiomène. Ici, il servitore uomo e la servitrice femminile e la bellezza dei loro corpi e delle loro vesti è riflessa nelle due figure centrali che stanno nella stanza alle loro spalle. Io lo leggo in italiano, voi lo leggete in francese. Possiamo dire che le esigenze di autorappresentazione dei committenti trovano nel tema della grande proprietà e della vita in villa, j'ai créé un neologisme en italien, che sarebbe la vilitudine, je ne sais pas si le può dire la vilitude, hanno trovato un tema centrale forte, che esprimono con delle formule figurative che trovano la loro radice negli stereotipi figurativi dell'arte ufficiale. I procedimenti iconografici dell'arte ufficiale, come la frontalità, la centralità, le dimensioni più importanti, in favore dopo il II secolo, come i modi stilistici i più adatti a trasmettere il messaggio del potere imperiale, hanno effettivamente creato una educazione visiva, una cultura visiva, un raffinato linguaggio figurativo che affida ai differenti segni capacità comunicative e semantiche anche al di là di quello che l'immagine rappresenta. Questa educazione visuale crea egalmente un senso anche per il modo in cui l'immagine è strutturata ed espressa. Siamo confrontati a un universo culturale di significati fondato sul funzionamento dell'arte ufficiale e sulla necessità di comunicare attraverso diversi mezzi. Voglio dire che les commanditaires d'un côté, non, les empereurs d'un côté et les commanditaires de l'autre utilisent les mêmes moyens de communiquer, ce qui veut dire en utilisant des stéréotypes figurés qui sont partis de l'art officiel, mais qui depuis prennent forme et passent dans les déclarations privées, où ils thématisent en tout cas des arguments différents. C'est le cas, pour exemple, des images liées
aux Ludi et aux Munera. Du passe-temps typique offert par l'empereur au peuple romain, ces éléments trouvent également une expression locale, autour desquels se déploie toute une gamme de représentations, de la capture des bêtes sauvages aux courses de cirque, une forme particulière de bergétisme, souvent évoquée dans les décorations des villes. Je voudrais savoir, comme nous sommes avec les temps, allora? Giulia? Sì, ha ancora 10 minuti. Ok. Alors, je crois que si je laisse au côté l'exemple de la villa de Siline, une ville tripolitaine, où dans le désambio central de la villa, et je l'ai marqué en bleu ici, une sorte d'atrium, ce n'est pas vraiment un atrium, sur les parois, il y a peint tout la Venatio, depuis dans le soi-disant tablinum, il y a la cour des chars. Dans l'ambiance près du tablinum, qui est ceci, les saisons. Et le plus notable, si vous voulez, c'est la fameuse image de Supplice dans l'amphithéâtre, qui est dans le cubiculum de Dominus, qui est marqué ici, avec la scène de Supplice qui est tournée vers la personne qui est sur le lit. Et alors ici, les thèmes de Ludi, Munera, Supplice sont toujours présentés. Mais je voudrais aussi souligner, avant de montrer un cas de l'isola sacra, qui anche nous avons les agricoles représentés, comme dans le cas célèbre des mosaïques de Cherchel, qui est de toute façon d'une domus urbaine, parce que les mêmes sujets, vous les trouvez dans la ville et dans l'extra-ville. Ils sont représentés avec des vêtements luxueuses en couleur et dans des poses qui suivent les modèles classiques ou hellénistiques. Alors, ils ne sont là présents par soi, mais ils sont là parce qu'ils représentent un des thèmes de la richesse et des terrains du Dominus. Mon propos était de présenter ici un cas de la nécropole de l'Isola Sacra, seulement pour démontrer comme, sous une apparente similitude des scènes et des thèmes, des très différentes demandes de part des commanditaires, on peut démontrer. Alors, dans l'Isola Sacra, ici, vous avez un tombe avec un recinct et un double selle, ici, et qui a une mosaïque blanche et noire qui thématise des aspects très différents. Un d'eux est justement les travaux agricoles. C'est pourquoi nous ne parlons ici, parce que ceci ne sont pas réellement les travaux agricoles, parce que l'analyse qui a été faite par Ida Baldassare de ce sujet démontre qu'ils sont tous des activités qui se déroulent dans l'été. Alors, nous ne sommes pas ici face à la saison du Saint-Romain, par exemple, parce qu'elle a démontré, je crois, que dans le langage de la nécropole de l'Isola Sacra, qui est une nécropole de moyen niveau, qui vit entre le IIe et IIIe siècle après Jésus-Christ, où beaucoup de commanditaires aiment montrer leur activité dans les formelles de terracotta qui sont souvent sur les façades des tombes. Dans ce cas, vous avez toujours l'idée de représenter l'activité des personnes, mais ces activités, ce n'est pas l'agriculture, mais c'est quelque chose qui a seulement à faire avec le blé. Alors, dans l'hypothèse de Ida Baldassare, ce n'est pas la cultivation du grain qui est représentée, mais la panification, probablement. Mais ce qui est important est que dans ces quadrillages réguliers, en suivant ce que dit Darmon, je
Je cherche la citation, si je la trouve. Lorsque les images sont utilisées dans un système de corps multiples, comme ici, intégrées comme ici à la structure géométrique, leur réduite fréquence leur confère un rôle focalisateur puissant, renforçant ainsi leur valeur structurante et significative. Mais ces partitions régulières, comme ici, permettent aussi d'insérer plus facilement des épisodes ou des sujets particulièrement chers aux commanditaires. On pourrait dire, si on veut penser à la mosaïque de Saint-Romain, que lorsqu'il y a une partition géométrique, il est plus facile d'insérer dans ces partitions des demandes particulières des commanditaires. Mon idée ici était de suggérer que même une apparence si localisante comme celle de Saint-Romain en Gaule est en réalité inscrit, ce que je disais au début, dans un système de communication qui est beaucoup plus large, qui vit en longue période et qui traverse différents endroits des provinces occidentales. Mais je voudrais aussi souligner un dernier thème, c'est que face aux interprétations historicisantes, je peux dire, que j'ai proposées ici et qui sont depuis très, très communes, hein, ce n'est pas déjà une grande nouveauté, hein, il y a de très différentes interprétations. J'ai récemment lu de part d'un étudiant, un chercheur américain, je crois, qui s'appelle Wood, une interprétation qui s'appelle Work Underfoot, the Razzi Calendar Mosaic of Saint-Romain en Gaule. Elle essayait de fournir une lecture cognitive des mosaïques. Et ce sont des méthodes, si vous voulez, qui sont communes à un milieu académique qui cherche à renouveler un champ d'études parce que les demandes de l'académie sont différentes et il faut abandonner, si vous voulez, une lecture trop classicisante, trop liée à les sciences historiques de l'Antiquité classique. Et on cherche de cette façon de renouveler un champ d'études. Mais ces deux lectures, l'un que j'ai proposé maintenant et la deuxième de Madame Wood, ne s'excluent pas. Ils sont seulement liés à différentes traditions d'études et ils répondent à différentes méthodes et à différents intérêts. Donc, je crois qu'il y a espace, si vous voulez, pour les deux lectures. Mais ce qui m'intéresse ici est de, encore une fois, souligner que même si les mosaïques de Saint-Romain en Galle est si apparemment descriptive, en essayant de l'inscrire dans la culture figurative et non seulement figurative de cette période, on peut élargir son importance et voyez comme il est probable que cette thématique a été choisie par un commanditaire, par quelqu'un qui cherche dans cette façon de montrer, comme je l'ai dit à l'initiation, au début, sa position sociale et son appartenance à cet univers mental. Je conclurai soulignant que le mécanisme social et artisanal qui, dans les sociétés antiques, préside à la création et à la circulation des images, nous concrétise et précise historiquement les discours relatifs aux faits figuratifs. Observer en cherchant de tenir ensemble la formation d'un thème et la manière avec laquelle les artisans lui donnent forme, l'usage et la circulation d'un langage figuratif nous aident à reconstruire des parcours concrets qui rendent raison de la présence des images et donnent une valeur et un plus concret caractère historique à l'analyse de la circulation des thèmes et des systèmes décoratifs. Mais encore, il faut souligner que dans l'espace du sol, nous parlons de mosaïques, et dans le mode de vision que la mosaïque offre aux spectateurs, la mosaïque replie une fonction essentielle,
permettant une relation physique plus immédiate avec le mouvement de l'observateur, qui se déplace à la fois dans la pièce et au-dessus de la figuration. La manière dont la figuration est conçue et représentée à l'Isola Sacra comme à Saint-Romain invite les visiteurs à se déplacer autour d'elle, les poussant vers une relation plus directe avec elle et plaçant ainsi sa fonction idéologique au premier plan. J'ai terminé, j'avais des autres images, mais je crois que c'est un peu trop. Ici, il y a les images des Sliten qui sont très semblables à l'Isola Sacra. Et autre image de l'endroit de l'Etismania qui nous montre comme dans cette ambiance, les travaux agricoles sont si souvent ancrés dans la représentation du domaine du Seigneur. Je vous remercie de votre patience. Ho finito. Ho finito? Merci beaucoup. Peut-être revenir. Nous avons un problème de micro, c'est pour ça que le son s'est fait un peu attendre. Donc, je reprends ce que disait Giulia. Merci pour cette communication particulièrement éclairante, je pense, sur les enjeux de l'étude d'une mosaïque comme celle de Saint-Romain, pardon, même si pour moi, elle était à Saint-Germain. Donc, c'est là où je l'ai vue pour la première fois. Puisque on a l'impression, à première vue, d'avoir des scènes très simples et très rustiques, au plus grand terme du terme, mais qui en fait demandent à aller chercher bien plus loin une signification qui, à première vue, est simple, mais qui est beaucoup plus complexe. Et c'est très bien de nous avoir incité à aller voir beaucoup plus loin que la première impression. Alors, on m'a dit que si on voulait faire des questions, c'était au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas s'il y a dans la salle des questions. Mais vas-y. Sinon, tu viens là. Oui, oui. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup aussi pour l'effort de parler en français, qui était parfait, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit de la relation entre l'observateur, quelque part, enfin, la personne qui déambule sur la mosaïque et la mosaïque elle-même. Car cette relation, vous disiez, est plus forte parce que la mosaïque, elle est en contact direct avec l'observateur qui se déplace dans la pièce aussi selon le sens aussi de lecture de cette mosaïque. Giulia, siediti. Così. Et donc, je voulais savoir si, à partir de cette réflexion, nous pouvons aussi comprendre. Par exemple, dans un cas comme la mosaïque des saisons à Saint-Romain-en-Galles, qui est isolée de son contexte archéologique, est-ce qu'à partir de ces réflexions, nous pouvons comprendre où la mosaïque était placée, par exemple dans un contexte domestique, en lisant uniquement le sens de lecture de cette mosaïque et des autres mosaïques, bien évidemment? Dans l'exemple de l'Isola Sacra, il est précisément comme ça. Parce que les façons dont les différents travaux agricoles se déroulent dans l'ambiance, ils partent avec l'erpicatura lorsqu'ils nettoient le terrain et il finit, parce que la mosaïque s'est détruite, avec les blés qui étaient. Alors il y a en effet une progression des mouvements et une progression des racontes. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que les deux parties des mosaïques, les agricoles et les retours d'Alcesti, ils sont dans les mêmes ambiantes, mais ils ont deux différents destins, parce que les travaux agricoles ont été couverts et Alcesti a été laissé en vue. Ça signifie, je crois, que l'importance
de ces travaux agricoles par le groupe de personnes, je ne crois pas qu'il était seulement un, qui ont commandé ces travaux, était d'être vu et lu dans ce sens, parce que c'est ce sens qui donne des réalités aux travaux qu'ils vont chercher et démontrer. Ok, merci. Et est-ce qu'on peut arriver, par exemple pour Saint-Romain-Galles, à déterminer in quale possibile stanza fosse questo mosaico dalla lettura? Je crois qu'il est très, très, très probable qu'il est une forme de tricline. Ouais, C'est un poste où on mange ensemble. Ok. Et dans ce cas, l'article de Madame Oud que j'ai cité, qui est dans un livre récemment publié et qui est très anglo-saxon, dans une certaine façon, mais comme je l'ai dit, il cherche à expliquer ce qu'on voit, pas comme nous le faisons traditionnellement, mais il cherche à faire d'une façon où la différence entre les modernes, qui voit et qui ne sait rien, et qui voit mais qui est habitué à voir, peut dévoiler, on peut dire, peut svelare tout le potentiel communicatif de l'objet. Alors, elle veut souligner, ici qu'il devient difficile pour nous, la différence entre les personnes qui sont là au banquet et qui banquent sur des personnes qui travaillent. Parce que le sujet du travail est ça. Alors, ça, ce n'est pas certainement notre explication plus facile, mais je crois qu'on peut tenir compte de ces différents modes de comprendre ces réalités. Ok, merci beaucoup, c'est très clair. E credo quindi che un triclinio sia la cosa più probabile, ma insomma penso. Grazie. Okay? Grazie a voi e grazie per l'invito ancora. Forse ci sono altre domande? D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Renaud-Robert, il faut que tu viennes ici. Ça marche? Oui, si. Irene, sur la Il ne vient pas. No, funziona. Sulla mosaica, il mosaico dell'Isola Sacra, il grande quadro, l'altro, quello che non è il lavoro della campagna, cos'è? Non l'abbiamo visto nel senso... Le retour d'Alcesti. Ah, va bene. Dunque Alors, il y a la différence, et je ne sais pas si je l'ai dit, la partie mosaïque qui est dédiée aux travaux agricoles est couverte, ok? Est couverte par des anciens propriétaires qui ne sont plus intéressés à cette thématique, ok? Si. Si je peux revenir au PowerPoint, est possible, hein? Oui. C'est ma difficulté, hein? Il reste 4 minutes pour avoir la suivante, donc communication. Ok. Ne lui mets pas la pression comme ça. Giulia, aiutami. Lo vedete? No. Giulia, non si vede? ancora. Non ancora. Deve sempre fare condividi finestra. Adesso? No. Ah, sì. Niente. Ecco, ok. Allora, pour répondre à Monsieur Renaud, à Monsieur Robert. Allora. Ici, il a l'image Si, parfait. qui n'a été recouverte du retour d'Alcesti. Mais ce que je voudrais aussi souligner, c'est que tout le reste, et vous voyez un peu ici, vous voyez ici les travaux agricoles avec la treccia a due capi, il est tout recouvert par un épais strato di cocciapesto qui a laissé libre la mosaïque d'Alcesti. Ceci, c'est, je crois, une façon très claire de démontrer comme les travaux agricoles ou les cultures de blé, c'est seulement lié aux premiers propriétaires. Et c'est pour ces personnes, c'est une façon de rencontrer leur métier dans la vie. Et les rencontres de la vie est le langage figuratif de cette nécropole, comme Ida Baldassare a ainsi bien démontré. Alors,
il est le même langage qui est à l'œuvre ici, entre plaques de terracotta sur la façade des tombeaux et les récoltes de travaux agricoles. C'est seulement différent la façon dont ces récoltes est racontée, qui est ici beaucoup plus segmentée, si je voulais, mais le message, c'est la même, c'est le raconte de la vie. Et alors ici, on n'a pas des saisons qui sont seulement une saison. Ici, il n'est pas la saison qui est le sujet, ok? C'est les travaux des personnes qui ont commandé et payé pour ces tombeaux. Ok? Merci. Je crois que je ne vois pas de bras qui se lèvent. Donc, je vais donner... Merci encore. Et je vais donner la parole à Anne-Marie Guimier-Sorbet de l'Université de Paris-Nanterre, qui va nous parler, donc c'est aussi un thème qu'on connaît sur la mosaïque des saisons, des figures d'enfants en relation avec Dionysos Bacchus. Je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je couperai au bout de 25 minutes. D'accord, coupe-moi. Alors, il faut quand même m'aider, moi aussi, parce que avant de me couper, il faut m'aider. Alors, alors après, oui. Après, les feuilles sont où ? Là, vous pouvez avancer. Là, d'accord. Ok, merci. Ah, merci. C'est plus commode. Bonjour à tous. Pour commencer, bien sûr, je veux remercier les organisateurs du colloque et tous les membres du musée qui me font l'honneur de me demander une collaboration depuis déjà plusieurs années. C'est un vrai plaisir d'être avec vous dans ce haut lieu de la mosaïque, évidemment, et je suis heureuse de pouvoir contribuer aujourd'hui avec quelques tesselles à votre colloque. Alors, parmi les grands dieux, je rappelle des choses évidentes pour certains, mais parmi les grands dieux de l'Olympe, Dionysos est le seul dont la jeunesse est connue et a été représentée. Je commencerai donc mon sujet par les représentations de Dionysos enfant qu'il faut, je pense, reconnaître, et j'en viendrai ensuite aux figures juvéniles qui appartiennent à l'univers dionysiaque. Rappelons que Dionysos est fils de Zeus et de Sémélé, une mortelle qui avait voulu voir son amant dans toute sa splendeur divine, mais qu'elle en mourut avant la naissance de Dionysos, que le fœtus fut récupéré, c'est connu, par son père, qui le mit dans sa cuisse, puis, au moment de sa naissance, a dû donner le bébé, a dû le cacher, puisque Héra, son épouse légitime, qu'il trompait souvent, avait une certaine vindicte pour les enfants des amours coupables de son mari. Et donc, Zeus a confié le bébé à Hermès, qui, pour le cacher, le confie au pape Silène, à Silène. Tout le monde connaît l'histoire. Et vous le voyez ici, recouvert dans une couverture empaquetée, et on le donne donc à Silène. Alors, la représentation, je rappelle, parce qu'on l'oublie souvent, la représentation sans doute la plus célèbre de Dionysos enfant, c'est le fameux Hermès de Praxitèle que vous avez sur l'écran. Mais vous voyez, on l'appelle l'Hermès de Praxitèle, ça veut dire que le dieu adulte a volé la vedette au dieu enfant. On a fait bien sûr des hypothèses sur les parties manquantes de cette statue célèbre d'Olympie, et la plus probable, c'est que Hermès tendait une grappe de raisin à l'enfant qui essayait de l'attraper. Bien sûr, c'est un jeu d'enfant, mais c'est aussi une préfiguration du rôle qu'aura le dieu, vous le savez, pour la vigne et le vin. Alors, cette enfance de Dionysos auprès de Silène a été représentée sous toutes sortes de médias, et vous voyez ici une figurine de Corinthe.
On ne voit pas bien ce que tient le silène parce que c'est abîmé. Ce même groupe se retrouve sur les mosaïques. Ici, nous sommes à Pergame au 1er siècle après Jésus-Christ. Et vous voyez que c'est un panneau de Tessellatum qui imite les emblémata vermiculata de l'époque antérieure. Alors, j'en arrive maintenant à Malte. Vous connaissez la Domus Romana de Malte, qui est riche en emblémata, c'est-à-dire ces panneaux faits à part. Et celui-ci, donc, représente, vous le voyez, un enfant qui tient des fruits avec un oiseau et un canard en bas. Alors, cette mosaïque a été publiée il y a déjà longtemps. Elle a été commentée, mais jusqu'à présent, à ma connaissance, personne n'y a reconnu Dionysos, comme je propose de le faire, un Dionysos Carpios, qui est une épiclèse du dieu. Et on voit qu'ici, il tient du raisin dans une main et une grenade de l'autre. Et je pense vraiment qu'il faut y reconnaître Dionysos enfant. Alors on a dit, et peut-être est-ce vrai, qu'il y avait là une allusion à un tableau de Xeuxis, mais vous connaissez l'anecdote racontée par Pline, un enfant qui tenait des raisins avec des oiseaux. Alors là, il n'y a plus de contestation possible. Dionysos est représenté chevauchant un fauve à Délos. Je vous ai mis à côté ces deux photos, enfin ces deux panneaux des deux emblémata, l'un de la maison des masques, l'autre de la maison du Dionysos. Évidemment, ils ont beaucoup de points communs, ils appartiennent à un même, enfin ils dépendent d'un même schéma iconographique. Vous voyez le dieu qui brandit le thyrse comme une arme, parce que le thyrse c'est aussi une arme. Et vous voyez à chaque fois le fauve avec un collier qui correspond aux plantes de Dionysos. Bien. Mais si on les regarde de plus près chacun, vous voyez que dans celui de la maison des masques, le dieu est dans la plénitude. Il est jeune, bien sûr, mais il est dans la plénitude de son âge. Il a une peau, j'allais dire d'homme, une peau un peu bronzée, comme le représentaient les Grecs. Il tient un tympanon et vous voyez le fauve avec son collier de pampre. Bon, ici, pardon, non, je vous ai dit une bêtise, c'est le collier, moi je ne le vois pas bien d'ici, mais c'était le collier de lierre. Ici, nous sommes dans une autre maison, nous sommes toujours à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, et là, Dionysos, surprise, est ailé. Ça a un peu troublé les premiers fouilleurs, enfin les premières publications, mais bien sûr, c'est Dionysos, mais il est ailé, et on s'aperçoit qu'il a un teint rosé qui est dans l'art grec celui des femmes ou celui des enfants, et il a des traits plus poupins. Et vous voyez que nous avons le même schéma iconographique, mais ici, un dieu représenté adolescent, dirons-nous. C'est pour ça que je pense que, en arrivant à Pompéi, et tout le monde connaît ce célèbre embléma de la maison du faune, alors cette image, vous la connaissez, c'est encore un personnage ailé qui chevauche un fauve avec le thyrse qui est posé par terre ou tombé par terre, comme vous voulez. Plusieurs interprétations ont été données. Certains pensent qu'il s'agit donc d'un amour, d'un éros sur un fauve. D'autres pensent que c'est un génie. Pour moi, je pense qu'il s'agit encore, par comparaison avec les deux autres images, qu'il s'agit encore d'une représentation de Dionysos enfant. Alors, ces représentations de Dionysos enfant, nous savons qu'elles étaient connues dès Ptolémée Ier, vraisemblablement, c'est-à-dire le tout début de l'époque lagide en Égypte, puisque dans le dromos du Sérapéion de Saqqara, de Memphis, c'est-à-dire la Saqqara moderne, plus une série de statues étaient placées qui représentaient différents personnages, mais en particulier Dionysos chevauchant un lion, alors que je ne me trompe pas,
enfin, il y a plusieurs fauves, une panthère, et aussi donc des pans. Enfin, Dionysos lui-même était représenté sur plusieurs fauves, et ça dès le début de l'époque lagide, c'est-à-dire fin 4e ou mettons début 3e. Alors on ne s'étonnera pas que cette représentation de Dionysos enfant chevauchant un fauve soit fréquemment représentée, et ici je vous ai mis 2 images simplement, mais on aurait pu en trouver d'autres qui viennent de la région du Vésuve, Dionysos donc à gauche et un enfant ailé, ou Dionysos lui-même, mais sans doute plutôt un enfant ailé, nous reviendrons là-dessus, sur ce très beau vase d'argent. Alors, dans la même tradition, en tant que dieu de la nature, de la croissance végétale et de la renaissance, Dionysos a été représenté enfant ou adolescent sur des mosaïques d'époque impériale, comme le montre notamment, et j'en ai pris 2, mais j'aurais pu en prendre d'autres, le panneau de Lyon, ce n'est pas très loin d'ici, et celui de Rome. Mais là, bien sûr, nous sommes à l'époque impériale. J'en arrive maintenant aux processions dionysiaques qui sont bien connues et qui sont particulièrement prisées en Afrique du Nord. Et on y retrouve à chaque fois l'enfant Dionysios chevauchant un fauve. Mais donc ici vous avez l'image bien connue d'El Djem. Vous voyez que l'enfant est sur un lion qui rugit, il n'a pas l'air aimable du tout, mais il n'empêche qu'il est soumis au dieu. Et le dieu chevauche un fauve. Ce thème est également connu en Orient, je n'ai pas mis la photo, mais sur une mosaïque de Séphoris, qui est très connue aussi, qui représente une procession dionysiaque, on retrouve le même dieu enfant sur un fauve. Alors toujours à El Djem, c'est-à-dire l'antique Tisdrus en Afrique du Nord, vous voyez une autre scène avec à gauche Dionysos adolescent. Vous voyez, il est encore jeune, il a encore les rondeurs, et une victoire est en train de le couronner, et il regarde la scène un peu burlesque des Ménades qui essaient de jucher Silène complètement ivre sur un âne. Mais donc on voit que cette figure de l'enfant Dionysos chevauchant un fauve est récurrente. Cela me conduit à ma deuxième partie, les autres figures juvéniles qui sont en lien avec Dionysos. Alors les enfants ailés, là c'est un problème du français, mais pas seulement. Les enfants ailés, nous les nommons, nous, des amours, ou bien Eros, Eros ou Erot, si on prend le mot grec, ou éventuellement Putti en italien, ce qui est plus habile. Mais on s'aperçoit que ces figures d'enfants avec des ailes, certaines sont bien sûr des vrais amours en lien avec la déesse Aphrodite Vénus, d'autres n'ont rien à voir. Et je vais montrer qu'au contraire, ce sont des bacchants, des bacchoi, des bacchants de Dionysos. Alors, vous les voyez ici, donc je n'insiste pas, vous avez les informations, et vous voyez donc qu'ils sont en rapport, évidemment, avec le dieu du vin. Mais si on reprend plus tôt, là nous sommes à Olympe à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, vous voyez un des premières représentations mosaïques du triomphe de Dionysos. Vous voyez le dieu sur un char traîné par 2 panthères, conduite par un satyre. Vous avez tout autour des Ménades et des pans qui dansent et qui accompagnent ce cortège. Au-dessus du char, vous voyez un enfant ailé qui, bien sûr, n'est pas l'éros d'Aphrodite, c'est un jeune bacchant auquel le dieu donne la force, on va le revoir, de franchir les limites naturelles d'un enfant. Donc vous le voyez déjà, dès la fin du 5e siècle en mosaïque, vous avez la représentation
de cet enfant ailé dans un contexte dionysiaque indéniable. Alors, ces figures d'enfants enfants ailés ne sont pas rares sur les mosaïques de Galets. J'en ai pris juste quelques-unes. À Ambracia, donc, les enfants ailés jouent avec des bêtes, des cygnes et différents animaux. J'en ai choisi aussi un autre exemple en Turquie, à Sinope, mais qui est bien sûr une ville grecque. Ces pavements sont du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et là, vous retrouvez ces hérotes en train de chasser des griffons. Les griffons, c'est le fauve par excellence de cette époque. Excusez-moi. Le thème des hérotes chasseurs, lui aussi, on peut le faire remonter à l'époque grecque, et vous voyez que quand on passe de Pella à Alexandrie, la même chasse aux cerfs passe de... Vous voyez qu'à Pella, donc, les chasseurs sont des robustes macédoniens bien musclés. Quand on va à Alexandrie, eh bien, tout à coup, on arrive, ce sont des enfants ailés qui chassent le cerf. Dans les deux cas, nous sommes dans l'univers sauvage de Dionysos, qui est représenté à Pella par les rinceaux, mais à Alexandrie, c'est la mosaïque de Chadbi que vous connaissez du début du IIIe siècle, ce sont les animaux sauvages en file qui montrent la sauvagerie de ce monde, que les enfants ailés qui sont, non pas des amours, enfin ça dépend de comment ce qu'on entend par là, mais qui sont des enfants qui arrivent à chasser soit des grosses bêtes, soit même des bêtes féroces, puisque Dionysos leur permet de dépasser leurs limites. Vous vous souvenez que Dionysos permet aux Ménades, qui sont au départ des femmes ordinaires, si j'ose dire, qui en Grèce restent plutôt à la maison, eh bien les Ménades, c'est-à-dire ces femmes qui sont prises par la mania, par l'enthousiasme dionysiaque, vont chasser, vont dépecer du gibier dans la forêt, contrairement à ce que font les femmes normalement, les femmes en Grèce. Et bien de la même manière, les enfants, j'imagine on n'allait pas faire chasser les bêtes sauvages, grâce à Dionysos, puisqu'ils sont les Bacchants, c'est-à-dire puisqu'ils suivent Dionysos, ils arrivent à dépasser leurs limites. De la même façon, de même que les fauves, nous l'avons vu tout à l'heure, sont soumis, oui, je me dépêche, sont soumis par Dionysos, sont soumis à Dionysos, vous les voyez ici, vous voyez ici un lion que les enfants ailés ont capturé et sont en train, ils abusent un peu de leur pouvoir en s'amusant avec lui, je n'insiste pas. Cette image plaisante joue sur cette opposition. On la connaît aussi à Délos dès le IIe siècle avant Jésus-Christ et dans d'autres endroits. Pour aller assez vite, j'arrive maintenant aux enfants ailés qui sont dans les rinceaux. Alors, vous les voyez ici à Pergame, et vous voyez que les enfants ailés sont comme les petits animaux, et ils animent ce rinceau, plante dionysiaque, porteuse de vie. Bon, pour aller vite, mais c'est très connu, vous connaissez l'équivalent de la maison du faune, avec ces jeunes enfants qui sont dans le rinceau comme la vaisselle du banquet, et ainsi que les animaux. Bon, je ne veux pas vous faire la liste, mais je pense que vous les voyez. Donc les petits-enfants, les petits Bacchants, attestent de la vigueur et de la fécondité des rinceaux. Le thème est très connu et il est récurrent dans toutes les mosaïques. J'ai choisi cet exemple, mais j'aurais pu en prendre d'autres, et les mosaïques romaines ont abondamment repris ce thème. J'en arrive maintenant aux hérotes, aux enfants ailés, vendangeurs. Alors, en Grèce, au départ, ce sont les satyres qui sont les compagnons de Dionysos, et vous le voyez ici représentés comme source de vie, et ce sont les satyres qui font l'office de faire le vin et l'offrir à Dionysos.
Mais au cours de l'époque hellénistique, en particulier à Alexandrie, mais pas seulement, eh bien, ces satyres sont représentés par ces enfants ailés qui remplissent le même office. Alors, je vous montre ici, bon, peu importe, je vous avais montré un gobelet de Thmuisme qui est actuellement conservé à Alexandrie. Et je vous montre aussi, il est très connu, le vase de Pompéi. Dans toutes les mosaïques romaines, et que ce soit en Orient comme en Occident, nous retrouvons ce thème des amours, entre guillemets, vendangeurs. J'arrive maintenant, pour terminer, je reviens sur les terres de l'ancienne Vienna, où nous sommes. Alors, je commence par un pavement qui est conservé au musée de Lyon et où on retrouve des personnages qui sont nus et qui ont différentes activités. Certains sont ailés, d'autres aptères, mais la référence dionysiaque n'est pas claire sur ce pavement. Mais évidemment, on peut se poser la question. En revanche, sur cet autre pavement, là, la référence dionysiaque est évidente pour cet enfant ailé qui chevauche un lion. Je n'insiste pas, nous le reverrons dans une autre communication un peu plus tard. J'en arrive maintenant, et ce sera ma avant-dernière mosaïque, par celle qui a été trouvée par Benjamin Clément, près d'ici, et qui est une mosaïque vraiment extraordinaire, qui est datée par critères stratigraphiques, et c'est important, de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Au centre, on a Dionysos, dans une posture très connue, mais vous voyez qu'il il a une peau très claire, et qu'il a une représentation qui fait penser à un adolescent plus qu'à un homme mûr. Autour de ce dieu, il y a des ménades saisons que nous reverrons tout à l'heure, mais je voulais attirer votre attention sur toute une série de petits bacchants qui sont tout autour de la figure centrale et qui, eux aussi, sont nus, ont une peau claire, et certains même ont encore les rondeurs de l'enfance. Donc nous sommes là encore dans des figures juvéniles en lien avec Dionysos. Pour terminer, mais je n'en dirai que même pas 2 mots, eh bien, vous retrouvez la mosaïque qui nous réunit ici, et j'espère vous avoir montré, vous avoir en tout cas convaincu, j'espère, mais vous me le direz, que ces figures d'enfants, alors évidemment il y a 3 enfants plus une figure plus âgée, mais ces 4 figures petites qui chevauchent des fauves, hein, je ne les détaille pas, vous les voyez, et bien sûr, ces figures doivent être juvéniles pour 3 d'entre elles, doivent être replacées dans la sphère dionysiaque comme point d'orgue central, si j'ose dire, du thème de la mosaïque des saisons. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui te remercions pour cette intervention très claire et pas simplement... Viens ici peut-être, ou je ne sais pas. Ah, il marche, bon. Je ne sais pas, oui. Bon, moi j'entends pas, mais... J'ai des oreilles appareillées, mais justement, ça pose des tas de problèmes. Donc, je reviens sur l'essentiel. Merci pour cette intervention, parce que c'est vrai que ces personnages qu'on voit partout, on finit par ne plus les voir. Et c'est bien de pouvoir avoir un fil directeur, conducteur, qui permet de remonter sans doute aux origines et de voir. Alors après, on peut toujours se poser la question de est-ce que au IIe siècle après ou au IIIe siècle après, ont-ils conservé toujours leur signification dionysiaque? Mais en tout cas, je crois que sur l'origine du thème, il n'y a aucun doute possible après ta démonstration. Mais voilà, c'était la réflexion que j'avais immédiate par rapport à ton intervention. Merci, c'est pour ça que j'ai essayé de montrer la mosaïque de Lyon, où là, franchement, ce n'est pas explicite, la référence dionysiaque n'est pas explicite. En revanche, pour les autres, à mon avis, il n'y a aucun doute à avoir.
Alors, est-ce que tout le monde le voyait ainsi dans l'Antiquité? Ça, c'est, enfin, tous ceux qui marchaient sur les mosaïques voyaient cette référence dionysiaque. Ça, évidemment, malgré mon grand âge, je n'y étais pas. Donc, je ne peux pas absolument vous l'affirmer. Mais quand on voit le corpus, et je n'ai pris ici que quelques exemples, je pense que oui, elle y était encore. En tout cas, s'il n'y avait que cet élément-là pour appeler le cycle dionysiaque, on pourrait en effet se poser des questions. Mais comme il y a tout le contexte qui montre que justement ce cycle dans les jardins des villas et autres était bien présent, je pense que tu as raison sur le fond, y compris pour ces éléments-là. Merci. Mais est-ce qu'il y a... Merci. Donc, chère Anne-Marie, merci, c'est toujours éclairant de t'entendre et un plaisir. Mais alors, les ailes, d'où est-ce qu'elles sortent, ces ailes, et quand est-ce qu'elles apparaissent dans l'iconographie? Est-ce que tu as travaillé aussi sur cet aspect-là? Comment se fait le... Bon, tu donnes l'explication de l'enfant ailé, c'est un enfant qui se dépasse, oui, comme la Ménade se dépasse, et je crois que ça, c'est très convaincant, mais pourquoi les Ménades n'ont pas d'ailes alors? Je ne sais pas, mais quand on regarde la mosaïque d'Olympe, nous disons tous, et j'ai fait cours pendant des décennies en disant c'est un petit amour qui accompagne Dionysos. Oui, mais il n'y a pas de raison que le petit amour accompagne Dionysos. Quand il va découvrir Ariane, oui, ok, mais pas dans son triomphe. En fait, je pense vraiment que c'est le signe de leur puissance. Alors, on l'a dit, mais je ne vais pas commencer là-dessus, on n'a pas le temps, mais pareil, je ne sais pas, je n'ai pas suffisamment regardé le programme, pardon, pour savoir si d'autres en parleront, mais il y a des saisons aptères, normalement elles sont aptères, mais il y a des saisons ailées aussi. Bon, l'arrivée des ailes, on les voit dans les mosaïques, mais on les voit même avant. Et à mon avis, dans certains cas, c'est un signe de puissance. Voilà. Bien, je vous remercie. Enfin, moi, je ne vois rien, mais je suppose. Merci beaucoup. Merci. Et je donne la parole pour la troisième intervention de l'après-midi, à Renaud Robert, donc professeur émérite à l'Université de Bordeaux. Et nous avons ensemble beaucoup de points communs, puisque nous avons été directeurs de l'IRA successivement. Mais il ne parlera pas d'architecture aujourd'hui, mais de la mosaïque des saisons et les podes 2 d'Horace. Donc on va revenir sur les textes. Alors, il faut fermer. J'ai perdu ma souris. Je trouve que la souris... Merci, je l'ai avec plaisir. Merci, Julia. Alors, je tiens d'abord à mettre en garde sur le fait que je pourrais avoir... Enfin, je vais donner l'impression que je suis très loin de la mosaïque de Saint-Romain-en-Galles, mais je vous rassure, je finirai par y arriver. Les poèmes réunis dans le recueil des Épodes d'Horace ont sans doute été composés entre 41 et 30 avant Jésus-Christ, et ce sont donc des textes de la jeunesse du poète, écrits dans la période très troublée des guerres civiles. Dans une épître, Horace fait allusion à ses premiers essais poétiques, dont sans doute aux Épodes, et déclare qu'il a suivi le modèle d'Archiloque, poète connu pour son ton volontiers caustique et vindicatif. Alors, lorsqu'on lit l'Épode 2 et son caractère d'idylle champêtre, on peut être étonné de ce renvoi à Archiloque, mais vous allez voir que ce n'est pas si étonnant que ça. 2 siècles environ séparent le poème d'Horace de la mosaïque de Saint-Romain-en-Galles. C'est dire qu'il n'est pas question de chercher un lien direct entre le texte et le pavement, même si tous deux semblent traiter un même sujet, le mode de vie campagnard. Il s'agira plutôt de montrer comment, à plusieurs siècles de distance, 2 œuvres, une fiction littéraire et une mosaïque historiée, exaltent, ou non, comme on le verra, un idéal de vie ancré dans l'imaginaire romain.
L'Épode 2 obéit à une construction assez complexe. Les 66 premiers vers se présentent comme les paroles prononcées par un personnage dont le nom n'est révélé qu'à l'extrême fin du poème. Le lecteur ne comprend donc qu'à la fin du poème que les jugements exprimés dans les vers précédents ne doivent pas être attribués à la figure du poète, mais à une persona loquens, conformément à un tour rhétorique déjà décrit par Aristote et que je vous ai indiqué, et qui rattache précisément ce mode d'expression à la figure d'Archiloque et aussi au fait de dire quelque chose qui met d'une certaine manière celui qui écrit en danger. Donc on passe par un prête-nom, un subterfuge permettant à l'auteur de s'abriter derrière une figure fictionnelle pour faire passer un message agressif ou dangereux. Les 8 premiers vers, donc, que vous avez ici, campent un personnage qualifié de beatus, heureux, en recourant à une figure littéraire connue sous le nom de macarismos, c'est-à-dire proclamation de bonheur. Alors je lis quand même ce texte. « Heureux celui qui, loin des affaires à la manière de l'antique race des mortels, cultive les champs paternels avec ses propres bœufs, dégagé de toute dette, n'est pas réveillé soldat par la trompette menaçante, ne redoute pas les colères de la mer et évite le forum ainsi que le seuil orgueilleux des citoyens puissants. » C'est le recours au macarismos, donc sous une forme un tout petit peu différente, c'est le texte que j'ai mis à la fin, est inspiré en fait d'un vers d'Hésiode dans un poème qui a justement pour sujet les travaux de la campagne, les travaux et les jours. Il est tout à fait excellent, celui qui toujours, etc. etc. Cet emprunt n'est pas un hasard, puisqu'Hésiode, je le disais, est le premier poète à avoir fait des travaux des champs le sujet d'un long poème. La définition de l'homme heureux se fait en 2 temps. D'abord, il est présenté comme un propriétaire, héritier des terres de ses ancêtres, possédant ses propres instruments de travail, les bœufs, et la mosaïque de Saint-Romain, pour vous faire patienter, montre bien l'importance que revêt la possession, le caractère emblématique du bœuf dans le travail agricole. Donc il est le propriétaire de ses instruments de travail, il est libre de toute dette. Ses conditions de vie sont comparables à celles des hommes du passé. Ce passé, pour un contemporain d'Horace, pouvait précisément être confondu avec l'époque lointaine et mythifiée du poème d'Hésiode, mais aussi avec le passé de Rome. On trouve ici un écho d'une réalité historique remontant à quelques décennies avant la composition du texte d'Horace. Les petits paysans italiens avaient été ruinés par les guerres successives, contraints de servir durant les campagnes militaires de plus en plus longues. Ils avaient dû délaisser leurs propriétés, endettés, beaucoup avaient été chassés de leurs terres et avaient grossi la plèbe urbaine. Les plus riches avaient profité de cette situation pour augmenter considérablement leur propre domaine. Je vous ai mis ici un texte de Plutarque qui fait allusion à cette situation et à la disparition de la petite propriété au profit de l'exploitation servile. Ces événements ont durablement marqué les esprits et ont fait de la petite propriété familiale un modèle censé ramener les Romains à des temps idéalisés de leur histoire. Cette mémoire d'un passé traumatique sous-tend, on va le voir, le texte en question. Dans un second temps, la définition de celui qui est beatus prend une tournure négative et énumère tout ce que cet homme n'est pas. Il n'est pas un soldat réveillé par la trompette, et le statut du soldat, dans le contexte que je viens de rappeler, prend tout son sens, puisque le service militaire a contribué à la ruine des paysans, mais il a aussi évidemment une actualité singulière à l'époque d'Horace et des guerres civiles. L'évocation des tempêtes renvoie aux incertitudes du commerce maritime. Ce négoce, source de gains qui peut remplacer des revenus jugés plus sûrs tirés de l'agriculture, se répand effectivement à cette époque-là, mais aux yeux des Romains, les dangers de la mer le rendent trop aléatoire. Enfin, l'homme heureux n'est pas un citadin. En effet, il ne doit pas être un notable obligé de participer à la vie publique du forum pour faire progresser sa carrière. Il n'est pas non plus un homme plus humble, client d'un riche protecteur, un patronus, et contraint à la salutatio matinale en espérant recevoir protection et subside du patronus. Les paysans chassés de leurs terres avaient grossi les rangs de cette population urbaine largement dépendante de la générosité des patronymes. Cette introduction pose un problème qui est encore très largement débattu,
Le texte d'Horace est très proche, en effet, d'un passage des Géorgiques de Virgile que je vous ai mis. Le poème, sans doute commandé par le conseiller d'Auguste, Mécène, avait pour but de revenir au travail des champs au moment où la paix semblait de retour à Rome. Le poème avait été composé donc, de Virgile entre 37 et 29, date à laquelle il aurait été lu pour la première fois devant son commanditaire. La publication du poème de Virgile est donc postérieure au texte d'Horace. Pourtant, comme on peut le voir, les similitudes sont grandes. L'adjectif félix, heureux, qui apparaît dans le texte de Virgile, heureux celui qui a pu connaître le principe des choses, qui a foulé aux pieds toutes les craintes l'inexorable destin et tout le bruit autour de l'insatiable Achéron, bienheureux aussi celui qui connaît les dieux champêtres, etc. Donc, il paraît difficile de penser que Virgile ait voulu suivre le modèle horacien, c'est-à-dire si on respecte la chronologie, dans la mesure où les Géorgiques, écrites pour exalter la vie rurale, diffèrent radicalement de l'Épode 2, qui prend ses distances, comme on le verra, avec l'idéal champêtre. L'inverse n'est pas impossible, il n'est pas invraisemblable que Virgile ait lu par avance des pages de son poème dans un cercle restreint dont Horace, proche de Mécène, faisait partie. Donc, le texte d'Horace répond-il par avance à celui de Virgile, ou les deux textes réagissent-ils de manière différente à une idéologie répandue au temps de leur composition? Sans doute ne saura-t-on jamais. La formule utilisée par Virgile, même si elle rappelle également Hésiode, fait assurément référence au poème de Lucrèce de la nature. L'homme heureux, c'est d'abord, pour les épicuriens, celui qui connaît le principe des choses, c'est ce que dit Virgile au début, c'est-à-dire les lois de la nature. Pour les épicuriens, dont Lucrèce est le porte-parole, c'est Épicure lui-même qui répond à cette définition. L'image des craintes foulées aux pieds, que l'on retrouve dans le texte de Virgile, reprend véritablement l'image qui apparaît pour désigner l'œuvre d'Épicure. Vous l'avez à la fin, c'est pourquoi la religion, jetée à terre à son tour, est foulée aux pieds. L'audace intellectuelle du philosophe lui a permis de s'affranchir des idées fausses, colportées par la religion et générées par l'ignorance, et ainsi de se délivrer de la crainte de la mort, désignée dans le texte de Virgile par l'Achéron. La définition virgilienne de l'homme heureux se fait donc en deux temps. Il peut avoir accédé à la connaissance supérieure, comme l'a fait Épicure, mais il peut aussi avoir atteint le bonheur en s'adonnant simplement à la vie champêtre, incarnée par les divinités agrestes. Chez Horace, en revanche, la perspective philosophique disparaît et le locuteur semble vouloir se contenter d'un bonheur plus terre-à-terre. Le rapprochement entre les Géorgiques et le poème d'Horace vont au-delà de la formule « heureux celui qui », puisque quelques vers avant ceux que je vous ai cités, Virgile déclarait déjà « ô trop heureux les cultivateurs », etc. Et on retrouve les mêmes thématiques que chez Horace. Il dresse une liste de mots auxquels échappent les paysans. On y trouve la peur de la guerre, les discordes armées, les obligations des notables romains contraints de recevoir le flot de leurs clients dans leurs demeures fastueuses. Il y a donc un imaginaire commun entre les deux poèmes qui s'accordent sur les inconvénients qu'évitent les habitants des campagnes et sur les avantages de leur mode de vie. Après cette sorte de préambule, l'Épode 2 se poursuit par un tableau de la vie champêtre. C'est lui qui nous intéresse prioritairement, car il représente des affinités avec les tableaux de la mosaïque de Saint-Romain-en-Galles et de beaucoup d'autres mosaïques. Horace établit un lien logique entre l'introduction et les conséquences du bonheur des paysans qui se manifestent dans les différentes activités qui riment leur vie. Ce développement est lui-même divisé en deux parties. Les 30 premiers vers énumèrent les travaux des champs en suivant un ordre qui est celui des saisons. La seconde partie, plus générale, brosse une image contrastive du bonheur campagnard qui est opposée au plaisir procuré par la vie luxueuse. Deux saisons seulement sont évoquées. L'automne est représenté par une tête couronnée de fruits. Alors ce type de figuration allégorique semble précoce à l'époque d'Horace, car il n'apparaît que sur des mosaïques d'époque impériale, comme très souvent notamment dans les mosaïques tunisiennes. L'hiver, quant à lui,
est mentionné par l'expression « saison hivernale de Jupiter tonnant », qui rappelle que parfois, dans l'iconographie impériale, l'allégorie des saisons ou des mois, et surtout des mois, est associée à une divinité, comme par exemple sur la mosaïque d'Éline, où les mois sont accompagnés de la représentation d'un dieu. Alors, si on regarde maintenant les saisons les unes après les autres, on commence par le printemps. Il est caractérisé par 5 tâches différentes, distinguées dans les textes par les corrélations ou bien, scansion qui sert à la fois à souligner la variété, mais aussi la continuité des travaux des champs. Donc, la première tâche consiste à faire grimper la vigne sur les arbres qui lui servent de support, comme c'est le cas très souvent en Italie, et notamment en Italie méridionale. Dans un deuxième temps, le texte évoque la surveillance des troupeaux de bovins et l'évocation de la vallée étroite, qui est une expression formulaire, renvoie aussi à l'idée d'écart, de monde séparé de l'agitation de la ville. La troisième activité est celle de la taille des fruits, et elle pourrait être rapprochée de la taille des arbres fruitiers et leur greffe, et pourrait être rapprochée de 2 des vignettes de la mosaïque de Saint-Romain en Galles. Enfin, la 4e et la 5e tâche sont la récolte du miel et la tonte des moutons. L'automne, dont j'ai dit qu'elle était représentée par une sorte d'allégorie de la saison, comprend 2 tâches essentielles. La récolte des fruits, comme on l'a ici à Saint-Romain en Galles, qui correspondrait à une des vignettes, et l'allusion au fait que les poires récoltées résultent de la greffe, on nous dit que ce sont des poires greffées, est une manière de créer un lien de continuité entre les activités des différentes saisons, puisque nous avons vu que la greffe était mentionnée au printemps. C'est également un moyen de suggérer que le travail agricole produit des fruits et fructueux. Les vendanges évoquées de manière métonymique par la mention du raisin mûr, couleur pourpre, sont évidemment abondamment figurées dans la mosaïque de Saint-Romain en Galles. Enfin, ce raisin est offert à 2 divinités protectrices, Priape et Sylvain, chargées de protéger les champs et de veiller sur leurs limites. Même si la mention de ces divinités ne renvoie pas, semble-t-il, à des fêtes précises, elle inscrit les rituels religieux dans le tableau des activités champêtres. Dans la mosaïque de Saint-Romain en Galles, même chose, un certain nombre de rituels sont représentés. L'été, quant à lui, est essentiellement figuré par le repos. C'est la saison du repos, et on se rappellera que dans la mosaïque de Saint-Romain en Galles, c'est peut-être une scène sportive, athlétique, qui caractérisera cette saison. Par ailleurs, dans ce texte, on ne peut pas, cette fois, ne pas voir une référence aux bucoliques de Virgile qui, elles, sont connues lorsqu'Horace compose les odes. C'est donc à une fiction littéraire, davantage qu'à un véritable monde rural, qu'Horace veut renvoyer le lecteur. C'est aussi pour lui un moyen de suggérer que l'homme heureux cherche avant tout à jouir du paysage champêtre, qu'il est un spectateur plus qu'un acteur. Le cadre précis répond parfaitement à la définition du topos poétique du locus amoenus, paysage idéal dont toutes les composantes habituelles sont présentes. L'ombre, le tapis de gazon, les eaux murmurantes, le chant des oiseaux, etc. Et on sait le rôle qu'ont joué les bucoliques dans l'introduction à Rome, dans la littérature latine, du topos du locus amoenus, qui apparaît dès Homère et qui vient surtout du Phèdre de Platon. Quant à l'hiver, il est caractérisé essentiellement par la chasse au filet, et ces représentations, l'iconographie de la chasse n'est pas toujours mêlée à celle des travaux des champs. Enfin, dans la mosaïque de Carthage, c'est le cas, mais en général, ce sont des motifs qui sont relativement distincts. C'est peut-être une manière de nous rappeler que la chasse apparaît davantage comme un loisir des propriétaires que comme une activité réellement paysanne. Et du reste, si on pense par exemple au testament des Lingons, dans son testament, le Lingon demande que les filets de chasse soient mis avec lui dans le tombeau qu'il prévoit de construire.
La deuxième partie du texte, sur laquelle je passerai plus rapidement. Ah oui, j'ai rappelé que le sanglier n'apparaît dans la mosaïque que sous la forme des saisons, mais bien sûr de l'hiver précisément. La deuxième partie du texte, sur laquelle je passerai plus rapidement, est de nature assez différente. Il ne s'agit plus, à proprement parler, d'une description des travaux de la campagne, mais d'une célébration des vertus morales de la vie rustique. Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur les deux vers qui forment une transition entre les deux parties. Il confirme que les occupations de la campagne ne présentent pas d'intérêt en elles-mêmes pour le locuteur de l'épode, mais qu'elles font surtout fonction de distraction et de divertissement. Il s'agirait de trouver dans les plaisirs rustiques un dérivatif à l'amour. Alors, ces vers ont intrigué les commentateurs, car l'irruption inattendue d'une allusion aux tourments amoureux a paru déplacée. Des corrections ont d'ailleurs été proposées, notamment le remplacement d'Amor par Roma. Et évidemment, on serait dans la continuité du début du texte. Ce qu'on fuirait, c'est les embarras de Rome, si je puis dire. Pourtant, la mention des souffrances, mais ça pose des tas de problèmes grammaticaux que je ne détaille pas ici. Pourtant, la mention des souffrances dues à l'amour n'est pas inexplicable. On peut y voir une confirmation que le locuteur appartient à une élite urbaine. Il mène une vie de plaisir et d'intrigue galante, un mode de vie licencieux et subversif que célèbre à l'époque d'Horace la poésie élégiaque de Catulle et de Properce. Il n'y aurait donc rien d'étonnant au fait que le poète, après avoir convoqué la poésie bucolique, glisse une allusion à la poésie élégiaque, considérée comme le reflet parfait d'un certain mode de vie urbain. La suite de l'épode pourrait d'ailleurs confirmer que la thématique amoureuse est bien à sa place dans le texte. En effet, c'est de la vertu féminine qu'il est ensuite question. La célébration d'un idéal conjugal et familial serait d'autant plus justifiée que cet idéal s'opposerait aux mœurs dépravées de l'ours, où l'infidélité des femmes est devenue un cliché de la poésie élégiaque comme de la satire. La mention des Sabines, traditionnellement associée à la rusticité et à l'austérité morale, fait d'ailleurs écho au début du texte, où les vœux du locuteur appelaient au retour d'un mode de vie de l'antique race des mortels, c'est-à-dire celui des premiers temps de Rome. La mention des nourritures rustiques qui suit dans le texte donc les produits laitiers, les produits du jardin, nous ramène à l'idéal autarcique qui s'attache traditionnellement au modèle de la petite propriété. Mais elle pouvait aussi réveiller chez le lecteur des souvenirs des préceptes épicuriens recommandant l'austérité et la frugalité, comme par exemple dans ces épigrammes de Philodème de Gadara, le chef de l'école épicurienne de Naples et contemporain d'Horace. Je vous lis que le début. Voici la rose, le pois chiche sans sa fleur, les premières tiges coupées au chou, os aux ilos, la mandole luisante, le fromage que le sel vient de faire cailler, les feuilles frisées de laitue à la sève laiteuse. Le texte est ensuite une réflexion sur la mort et en fait sur la brièveté de la vie. L'énumération des herbes du potager, nourriture à la fois simple et saine, rappelle la fin du texte d'Horace où sont mentionnés, je le rappelle, les mets rustiques que le locuteur se réjouit de pouvoir consommer. En réalité, cette évocation des nourritures simples permet de les opposer aux nourritures luxueuses, qui sont des nourritures en général exotiques, et je passe sur le détail, en particulier les huîtres du lac Lucrin, qui viennent d'être, qu'on élève grâce aux inventions de Servius Orata, le turbot, dont les prix atteignés à Rome disent différents textes, en particulier la satire, des sommes astronomiques, l'escar, qui est une espèce de poisson venu d'Orient, les pintades, qui viennent d'Afrique, ou le francolin, qui est une sorte de perdrix venu d'Asie mineure. Les derniers vers rappellent que pour le locuteur du poème, la vie champêtre est un spectacle, on nous dit, comme il est plaisant de voir, dont il faut avant tout jouir. Telle était peut-être aussi la posture des propriétaires des demeures qui faisaient orner leur pavement d'images, de travaux des champs ou de vie champêtre, comme à Saint-Romain-en-Galles et ailleurs, et comme nous l'a suggéré Irène tout à l'heure. L'évocation finale des esclaves nés dans une riche demeure, dont l'opulence est métaphoriquement symbolisée par les lards resplendissants, montre que le locuteur n'est certainement pas l'humble paysan dont il plaît à célébrer la vie heureuse.
Alors, donc, venons-en après cet intolérable suspense. Qui est donc ce locuteur dont Horace dissimule l'identité jusqu'à la fin de l'épode? Alors voici la fin du texte, les derniers vers. « Dès que l'usurier Alphius, si désireux de vite devenir un campagnard, une fois prononcé ces paroles, eut fait rentrer dans tout son argent aux ides, il cherche à le placer pour les calendes. L'homme à qui Horace attribue ce discours est un fénérator, c'est-à-dire un usurier qui prête de l'argent contre intérêt et le replace aussitôt. Dès lors, cette révélation oblige le lecteur à reconsidérer l'ensemble du discours. Alphius est précisément l'homme qui contribue à la ruine de la petite propriété rurale italienne, dont il déplore la disparition. Ce discours peut être simplement cynique, mais il faut rappeler que pour tenter de remédier à la crise des dettes, César, dans les années 49-48, avait tenté de les alléger sans pour autant les abolir. Les paysans endettés, que les usuriers, auxquels les usuriers prêtaient de l'argent, devaient accepter de prendre en gage les propriétés, ce qui a abouti évidemment à une baisse de la valeur de ces propriétés et, d'une certaine manière, à une perte de bénéfices pour les financiers. Nous connaissons dans la correspondance de Cicéron un homme que l'on pourrait aisément comparer à l'Alphius horacien. Il s'agit d'un certain Lucius Papirius Paetus. Cet homme qui se plaint auprès de Cicéron de ses pertes financières avait dû accepter des propriétés surévaluées contre créance. C'est un chevalier vivant à Naples qui est présenté comme un épicurien. Du reste, Cicéron se moque plaisamment de lui et de la perte, apparemment toute relative, de sa fortune, en déclarant qu'il n'est désormais plus riche, bien qu'il n'ait jamais eu autant de propriétés, puisque donc ses propriétés sont dévaluées. Pourtant, dans la correspondance entre Cicéron et Paetus, il n'est question que d'invitation à des banquets et d'envoi de nourriture dispendieuse. L'Alphius d'Horace peut sincèrement appeler de ses voeux le rétablissement de la petite propriété rurale. Réévaluer, les terres rapporteraient davantage aux créanciers qui doivent les prendre en gage. Il n'en est pas moins l'un des responsables de la disparition du mode de vie dont il prétend être nostalgique. Le poème d'Horace apparaît dès lors sous un jour très différent. Plus qu'une exaltation de la vie champêtre, il exprime la défiance du poète à l'égard d'une attitude morale empreinte d'hypocrisie et d'insincérité. Là où Virgile cherchait à redonner du souffle à la thématique hésiodique du travail agricole, Horace prend ses distances à l'égard d'un discours qui semble issu de clichés littéraires et qu'il traite avec une certaine causticité. L'amour de la vie champêtre est une fiction d'autant plus fausse qu'elle paraît séduisante. Il est difficile de dire jusqu'à quel point l'épode trahit une forme de réprobation de l'idéologie du début du Principat. Il n'en reste pas moins que la construction même du texte, dont le sens véritable n'est perceptible qu'à la fin, fonctionne en réalité comme un piège pour le lecteur prêt à acquiescer, voire à adhérer au charmant tableau que le poète se plaît malicieusement à brosser dans la première partie du texte, avant d'être rappelé à la réalité dans les derniers vers. Que faut-il penser des contemporains des mosaïques qui, comme celles qui nous occupent, font des travaux champêtres une source de délectation esthétique? Alors, je ne pense pas qu'ils soient tous des usuriers, mais assurément, ils cherchaient à offrir aux propriétaires et aux invités de la demeure une image rassurante du monde qui les entourait. Régularité des saisons, immuabilité des campagnes, protection bienveillante des dieux. Une image consolante, notamment dans les périodes de crise. Le retour à la terre, on le sait, n'a jamais cessé d'être présenté comme une alternative à l'angoisse du changement. Au IVe siècle, donc un bon siècle après la mosaïque de Saint-Romain en Galles, le rhéteur grec Libanios pouvait encore écrire l'éloge de la vie champêtre et célébrer d'une manière convenue, je cite, « un homme qui se consacre à ses champs et qui se préoccupe de sa terre, loin de la vie publique et de ses rivalités, loin des tribunaux et de leurs dénonciateurs, loin des assemblées et de leurs tumultes. » Et je vous mets à titre d'épilogue un extrait d'un roman géorgien qui est, s'il en est, le roman de la perte de l'identité, de la rupture avec le passé, dans lequel on voit ressurgir cette image du paysan bienheureux. Et je dirais que moi-même, j'habite à la campagne d'ailleurs.
Bon, le paysan avait encore quelques minutes, mais je pense qu'il a dit un certain nombre de choses qui sont, je dirais, renversantes quelque part, parce que c'est vrai qu'on a tous dans l'idée, dans la tête, ce modèle du vieux paysan romain courbé sur ses champs et heureux de l'être, et que là, en réalité, ça éclaire sur des choses qui sont beaucoup plus complexes, et à une époque qui est en effet une époque très troublée, très, très difficile à apprécier pour nous, et tu remets des choses en ordre. Enfin, moi, j'étais très intéressé par ce que tu as dit, mais il y a peut-être d'autres réactions avant d'aborder les mosaïstes proprement dit. C'était quand même bien de voir un peu un contexte littéraire qui ne va pas dans le même sens sans doute, mais qui annonce quand même beaucoup de choses. Disons que par rapport à d'autres textes, et notamment à celui de Virgile, qui d'une certaine manière joue le jeu de l'adhésion à ce modèle idéal, Horace présente une sorte d'arrière-plan de mise à distance qui n'est pas toujours très explicite dans les textes, mais qui existe, la preuve, et qui montre bien que tout le monde n'était pas dupe du caractère idéal, et ça renvoie tout à fait à ce que disait Irène, c'est-à-dire qu'il s'agit avant tout d'exalter le bienheureux dans tout ça, c'est quand même le propriétaire des mosaïques et de la maison, et de celui qui, parce qu'il a justement ruiné un certain nombre de petits paysans, peut ensuite être tranquille chez lui. Enfin, pas tranquille, puisqu'il doit quand même s'occuper de placer son argent, ce qui, comme chacun sait, est assez compliqué. Oui, pardon, Julia. Bah, tiens, le micro. Vous avez souligné, j'avais trouvé particulièrement intéressant le fait de souligner comment cette vision de la campagne comme un lieu, un locus amenus, est utilisée aussi dans des périodes de crise. Et donc, est-ce que, on en parlait et Irène l'a bien montré aussi, c'est aussi une iconographie assez typique d'une certaine période, donc notamment la fin du IIe siècle. Et le troisième, donc l'Antiquité tardive, est-ce que, alors c'est un raccourci peut-être un peu trop violent, mais est-ce que ce retour qui a été toujours interprété comme effectivement l'exaltation des travaux à la campagne, etc., parce qu'on se retire à la campagne, peut être associé aussi à des périodes de crise qui se déclenchent en général dans l'Empire romain à ce moment-là? Ben, justement, c'est un pas que je n'ai pas voulu franchir, parce que ces mosaïques, on les trouve sur des périodes qui vont d'une période de relative prospérité, qui est le IIe siècle, jusqu'à des périodes qui sont peut-être plus troublées. Je crois que ce genre de motif traverse effectivement, il y a aussi tout le problème des modèles littéraires ou iconographiques, traverse les époques. Mais c'est certain qu'il revient très particulièrement dans les périodes de crise, oui, ça c'est sûr. Le régime de Vichy en France, par exemple, en est un bon exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réflexions par rapport... Ah, Corinne. J'en profite pour en poser une également dans toute cette réflexion à la fois littéraire mais aussi culturelle sur l'impact de ces textes. Est-ce qu'on peut penser que le commanditaire de Saint-Romain-en-Galles avait cette culture, ou que c'est plutôt, comme le disait Irène, la question de la circulation des schémas et simplement une volonté de choisir un thème parce qu'il est un peu à la mode et qu'en même temps il permet de se distinguer socialement. Est-ce qu'on peut penser que voilà, il y a encore, et est-ce qu'il y a des détails dans la mosaïque de Saint-Romain-en-Galles qui pourraient, comme tu l'as montré, aller plutôt vers tel ou tel non, alors ça, texte une chose est sûre, c'est que je ne pense pas que
les propriétaires des mosaïques de ce type-là ne peuvent pas avoir lu Horace, sinon ils auraient fait des mosaïques géométriques, parce qu'ils auraient bien compris que c'était précisément parce que... Non. Mais en revanche, je pense qu'un texte qui a durablement marqué l'imaginaire romain, c'est les Géorgiques. Oui. Et qu'un propriétaire, enfin un homme cultivé... qui a un certain niveau de païdéia, même dans les provinces, connaît quelque chose des Géorgiques. Virgile est vraiment l'auteur le plus répandu dans la société romaine, et les Géorgiques ont en effet fixé un canon, une sorte d'idéalisation de la vie champêtre, encore que quand on regarde de près, c'est pas si simple, mais qui a certainement, qui est présent dans l'imaginaire des commanditaires. Oui. Je vous passe le micro. Oui, je pense que effectivement cette approche est tout à fait intéressante dans le cadre d'un quartier urbain. Et je pense aussi que l'étude de la mosaïque des saisons devrait... Alors, ce n'est pas le lieu du colloque, puisqu'on est centré sur cette mosaïque, mais il serait bon de voir effectivement les autres mosaïques d'exception qui sont découvertes à côté, c'est-à-dire la mosaïque de l'enlèvement d'Achille à Skyros, la mosaïque au Xenia, qui sont contemporaines de cette mosaïque et qui appartiennent au même quartier, dans des maisons voisines. Donc, c'est aussi des mosaïques d'exception, toutes, qu'on n'a pas aux époques antérieures, soit parce qu'elles ont disparu, mais pour ce qu'on a trouvé à Saint-Romain-en-Galles, je ne parle pas de Sainte-Colombe, hein, mais pour ce qu'on a trouvé à Saint-Romain-en-Galles, sont plutôt, on joue plus sur la dimension des maisons que sur leur décoration, pour autant qu'on puisse en juger. Et l'explosion de décoration intervient plutôt justement à la fin du IIe siècle, où là, on a des décors, des peintures éventuellement, malheureusement elles sont râpées, sur des maisons dont la maçonnerie est souvent plus légère, plus détériorée, sauf si elle s'appuie sur les constructions antérieures. Donc je pense que cette approche de la lecture de cette mosaïque que vous avez, qui est tout à fait intéressante et passionnante, je trouve, et il faudrait aussi comparer avec ce qui se passe à côté. Parce que même si les références, chaque propriétaire a ses propres références, il y a quand même, on est dans le cadre des mosaïstes viennois qui ont aussi une communauté de thèmes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 50 000 mosaïstes à Vienne non plus à cette époque. Mais du coup, les fournisseurs ont à peu près tout ce qui est possible de faire à un moment. Donc, les commanditaires vont se fournir après de ces fournisseurs, quoi. Oui, je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, mais... oui. Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux choses. C'est que, alors d'abord, les mosaïques des saisons, des travaux agricoles, on va dire plutôt que des saisons, hein, ne sont pas si nombreuses que ça. Henri Stern en avait fait une liste autrefois et elles ne sont finalement pas... Il n'y en a pas tant que ça. En fait, les saisons sont plus souvent représentées sous les formes d'allégories, comme dans la mosaïque d'Acola que j'ai montrée. Donc, effectivement, elles ont un caractère... en tout cas, elles démontrent un choix certainement qui n'est pas le plus facile, le plus courant. Et d'autre part, ce qui est certain... alors, elles se prêtent à de vastes déploiements, puisque si on égrène un certain nombre de mois ou de travaux, elles se prêtent à des grands espaces. Et ça, comme vous le rappeliez, une des choses qui est caractéristique de la Gaule à partir de la fin du 1er siècle, c'est le gigantisme des maisons urbaines, comme l'ont montré les fouilles de Limoges ou de Besançon, hein, où on a des maisons vraiment très très grandes et dans lesquelles il y a besoin d'avoir, souvent dans ces grandes pièces, qui ne sont plus forcément des tricliniums au sens originel du terme, mais sans doute des pièces de réception, qui pouvaient avoir d'ailleurs certainement des fonctions diverses. On a besoin de très grands pavements, et il est certain que ces décors se prêtent à ça, à une extension importante.